Bonjour à tous. J'espère que vous appréciez la conférence autant que moi. Je me présente, je m'appelle Cédric Brun. Donc je ne suis pas Michael Barbero. Voilà. Donc premier plot twist. Michael Barbero devait faire cette présentation. Il est tombé malade mercredi. Et plutôt que de démarrer la première épidémie zombie à Devox cette année, il a décidé de rentrer sur Nantes. Je vais faire son backup. Moi, je travaille pas pour la fondation Eclipse. Michael, lui, travaille pour la fondation Eclipse. Mais je suis impliqué dans le projet Eclipse depuis maintenant 10 ans. Je suis directeur technique de la société OBO. Hop, voilà. Ça, c'est moi. La société OBO, on fait des technologies pour faire des outils hyper rapidement. Donc, des outils de modélisation graphique, des générateurs de code. Donc, on les fait en open source au sein, on va dire, du projet Eclipse et de la communauté Eclipse. Donc, on fait des outils comme Axeleo, qui est une techno de génération de code, ou Sirius, qui permet de faire des modeleurs graphiques. Voilà. Et bon, ça fait 10 ans que je suis dans la communauté Eclipse, évidemment, on suit tout ce qui se passe. Donc Eclipse, qu'est-ce que c'est C'est beaucoup plus que juste l'IDE que vous connaissez probablement tous. C'est un ensemble de communautés, donc on a une communauté qui est très active aussi, par exemple sur l'IoT. Dans Eclipse, il y a d'autres IDE, il n'y a pas juste l'IDE qui existe et qui est là depuis plus de 10 ans. Il y a Eclipse Che, par exemple, il y a Eclipse Orion, qui sont autant de projets dans Eclipse. Là, aujourd'hui, on va parler de l'IDE classique, historique, qu'on développe depuis des années, qui est basée sur une plateforme desktop. Donc en termes de release, Eclipse a toujours été très stable, hein. En 2016, on a sorti Néon. En 2017, Oxygène. Et l'année prochaine, on va sortir Photon. Donc ça, c'est les noms de code qui regroupent l'ensemble des projets qui décident de réaliser à un moment donné de manière synchronisée. Alors pourquoi En fait, dans chacune de ces releases, il y a 84 projets. Enfin là, pour Oxygène, je crois que c'est 84 projets. Je dois avoir la liste juste là. Voilà, donc la prochaine release qui est Oxygène, il y a 84 projets. Alors il y en a qui sont effectivement autour du développement Java, mais aussi autour du développement C, autour du développement PHP. Et donc ces 84 projets qui représentent à chaque fois 2, 3, 4 committeurs se synchronisent, se coordonnent pour réussir à livrer quelque chose qui fonctionne, qui est compatible au même moment. Et ça arrive tous les ans en juin. Donc en juin, on a la grosse release. Et cette grosse release est entrecoupée de releases plus petites. Donc on en a trois, une en septembre, une en décembre et une en mars. Alors si vous connaissez un peu Eclipse depuis longtemps, pendant longtemps ces versions intermédiaires, ça a été des versions de maintenance, donc uniquement du bug fix. Et l'ensemble des committeurs Eclipse a décidé d'aller sur un mode un peu plus ambitieux, où du coup, ces versions intermédiaires, elles peuvent désormais contenir aussi des nouvelles fonctionnalités, tant que la compatibilité est garantie avec la version d'avant. Donc ce qui fait qu'on a un rythme qui est beaucoup plus fréquent, on peut sortir des releases des nouvelles fonctionnalités de manière plus fréquente. On n'est pas obligé d'attendre un an en fait. Ce qui se passait, c'est que le committeur fait son évol, elle est intégrée et du coup on lui dit ok super, merci pour ta contribution. Du coup alors on est en septembre, ce sera en juin l'année prochaine. Donc ça c'était un peu frustrant pour les gens qui participent au projet. Donc Néon, on a fait ces trois versions. Et Oxygène, on va avoir le même planning avec une toute petite adaptation euh, qui est l'apparition d'une version spéciale Java 9 à la fin du mois de juillet, début août. Alors Java est prévu au mois de juillet. On s'est dit tiens quand même ce serait bien de livrer un Eclipse qui est compatible avec Java. Une des difficultés pour le projet Eclipse, c'est que en fait, Eclipse implémente un compilateur Java. Donc contrairement aux autres IDE qui appellent Javac, Eclipse a son propre compilateur. Ce qui a permis par exemple d'avoir des meilleurs perfs sur la compilation en multithread, etc. Euh,
l'inconvénient de ça, c'est que Eclipse n'a pas le droit de sortir quelque chose qui supporte Java 9 tant que Java 9 n'est pas sorti officiellement. Donc c'est une problématique légale hein, vis-à-vis d'Oracle. Et donc du coup, on est obligé d'attendre que Java 9 sorte pour pouvoir sortir le support Java 9. Aujourd'hui, il existe, il est installable en add-on via le marketplace. Donc je vous invite à le tester, mais j'en parlerai juste après. Juste pour placer un peu les choses dans l'audience, combien d'entre vous ont ouvert Eclipse le mois dernier? Ok. Donc, presque tout le monde. Combien d'entre vous n'ont pas ouvert Eclipse depuis 6 mois? Ok, quelques-uns, 3, 4. Et depuis un an ou plus? Ok, bon. Alors, il y a probablement tout un tas de nouvelles fonctionnalités que je vais vous montrer là, que vous avez déjà vues. Mais on va quand même faire un petit retour sur Néon. Et après, je vais vous montrer ce qui arrive avec Oxygène. Donc, le petit retour sur Néon. Alors, ça va être un peu une liste à la Prévert, hein, comme ça, sur toutes les nouveautés. Il y aura des démos aussi, je vous rassure, si tout va bien. Une des nouveautés qui a été faite directement au niveau de la plateforme, c'est la capacité de faire le word wrap, donc d'avoir un éditeur qui retourne à la ligne de manière automatique. Donc du coup, ça se traduit dans tous les éditeurs. C'était quelque chose qui manquait dans les éditeurs Eclipse. Donc ça a été fait et c'est là partout. Un autre changement qui a eu lieu l'année dernière, c'est le support des écrans HDPI. Donc, si vous avez un Mac, si vous avez un écran, un ordi, un portable un peu récent, donc ils ont des densités de pixels qui sont beaucoup plus importantes. Ce qui faisait que parfois les icônes se retrouvaient en tout petit, donc c'était inutilisable. Donc ça a été supporté, c'est désormais supporté dans la plateforme, avec une stratégie par défaut où si l'icône est là, mais en petit, bah, du coup SWT va la zoomer, ce qui donne des résultats un petit peu moches, mais au moins c'est la bonne taille. Et s'il y a une icône avec une convention de nommage spécifique, du coup celle-là est utilisée et directement utilisée dans lui. Donc là, ça va se traduire par des icônes qui sont refaites aussi pour profiter derrière de cette nouvelle résolution. Si vous utilisez d'autres IDE, ça peut arriver. Certains autres IDE ont un autosave, donc un mécanisme où il n'y a plus besoin de faire CTRL-S. Quand on fait rien pendant un moment, ça sauvegarde. Donc ça, c'est quelque chose qui a été implémenté aussi dans Eclipse et qui est sorti en juin dernier. Aujourd'hui, c'est via une préférence et il y a un timer qui est défini aujourd'hui assez large. C'est pour voir déjà comment ça se comporte avec tout l'écosystème de plugins qui existe. Quelque chose qui est assez intéressant sur ce développement-là. Donc il y a des committers hein, qui font le travail pour faire évoluer la plateforme, pour faire évoluer les développements Java. Et de manière plus récente, Eclipse a lancé un programme qui s'appelle FIP. Et ce programme, en gros, permet d'utiliser les dons des utilisateurs à Eclipse pour financer des nouveaux développements. Par exemple, cette fonctionnalité a été financée à travers ces dons. Donc, comment ça se passe? En gros, Eclipse, la fondation, Michael, par exemple, va dire, bah voilà, on voudrait, faites-nous des... Enfin, ils font un appel d'offres, concrètement, hein, des propositions pour tel développement, tel développement. Et des boîtes comme OBO, par exemple, mais d'autres, répondent à cet appel d'offres et derrière sont payés par la fondation pour faire ces évolutions. Donc ça a été vu comme c'est un mécanisme qui a été mis en place pour permettre d'avoir des évolutions dans des projets qui sont importants pour beaucoup, les communs, la plateforme, et qui en fait sont les projets où il y a le moins de committeurs aussi. Donc quand vous faites un don dans Eclipse, maintenant vous participez au financement de ces évolutions-là. Voilà. Donc l'autosave pour les éditeurs. Le support de Gerrit à travers un projet qui s'appelle iGerrit. Combien d'entre vous utilisent Gerrit? Ok, pas beaucoup. Donc Gerrit, c'est un système de revue, hein, de gestion de revue, un peu comme les pull requests sur GitHub. C'est utilisé par exemple pour développer Android, typiquement. Donc iGerrit, c'est un plugin qui permet d'avoir toutes les actions directement dans Eclipse sans avoir besoin d'ouvrir le browser, récupérer un patch set, une proposition de changement et la faire compiler dans son workspace. Du coup, c'est juste un bouton, on clique, pof, c'est là, on vérifie, on peut faire les commentaires directement dans Eclipse, on reclique, ça publie la revue et la personne qui a proposé le changement a ce feedback directement.
Donc c'est arrivé l'année dernière. Alors, autre changement assez important, si vous avez utilisé Eclipse pendant longtemps, le support JavaScript était assez misérable. Depuis juin l'année dernière, il y a eu une grosse mise à jour. Donc, on est passé d'un support de ECMAScript 3, donc qui date quand même de IE il y a longtemps, à le support ECMAScript 6. Donc, on retrouve toutes les constructions de JavaScript, les constructions un peu récentes qui du coup sont supportées à la fois dans l'éditeur, à la fois dans la complétion, à la fois dans la validation. Et on peut aussi désormais débugger du JavaScript soit via Node, donc il y a une intégration Node qui va lancer derrière le bon Node pour exécuter le JavaScript. On va pouvoir débugger, avancer pas à pas et voir le résultat, soit débugger directement une application en se connectant au Chromium qui est ouvert. Alors là, j'ai une petite vidéo et je vais en profiter pour remercier Gauthier qui a préparé cette vidéo, sachant la situation un peu pour ce talk. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? Donc on a Chromium à gauche, on a une petite appli web, et cette appli a été lancée en fait depuis Eclipse, donc ça a ouvert le Chromium, et à droite on voit la vue des bugs, et on voit le code source. Et du coup, voilà, on peut utiliser l'appli, il y a un breakpoint qui est positionné, voilà, et pof, quand on clique sur Add, le breakpoint, on s'arrête, on peut voir les différentes valeurs, on peut éventuellement les modifier directement dans la vue variable et avancer, et voilà, le tout s'exécute dans Chromium. Donc ça c'est plutôt cool, voilà, on arrive à un niveau où ça devient utile. On va pas dire que côté JavaScript c'est complètement... c'est un outillage qui est au niveau de Java aujourd'hui dans Eclipse, mais là on commence vraiment à avoir des scénarios intéressants. Hop. Alors, j'ai peur d'avoir sauté un slide. Donc. Alors, on a aussi donc la complétion qui désormais va utiliser la chaîne entière. Donc là, par exemple, quand on tape selection, elle va proposer pas seulement les méthodes qui commencent par selection, mais aussi les méthodes qui ont selection dans le nom. Donc ça, c'est pareil, c'est un changement qui permet de découvrir plus facilement les API hein, et de ne pas tout connaître direct sur le bout des doigts. Donc une des grandes forces et de la complexité qu'il y a avec Eclipse, c'est qu'il y a tout un écosystème de plugins qui sont faits par plein de gens passionnés. Sauf que découvrir ces plugins, aujourd'hui, ça passe par aller sur le marketplace Eclipse et peut-être trouver le plugin qui convient. Donc on a commencé à intégrer ça directement dans l'IDE. Et c'est-à-dire que quand on va vouloir ouvrir un fichier, par exemple un fichier PNG, mais imaginons un fichier TS, un fichier TypeScript, vous allez l'ouvrir, vous n'avez pas le plugin TypeScript pour Eclipse. Eclipse, à travers une requête via le marketplace, va être capable de vous dire hey, tu sais, il y a un éditeur, il y a un plugin TypeScript qui existe, est-ce que tu veux aller l'installer? Et donc du coup, dynamiquement, en fonction des fichiers et de ce sur quoi vous travaillez, l'IDE va vous proposer d'installer les plugins qui peuvent vous permettre de bosser de manière plus efficace avec. Dans le même ordre d'idée, les imports de projets peuvent parfois être assez compliqués parce que chaque plugin fait son wizard, son assistant d'import, et c'est jamais tout à fait les mêmes, il n'y a jamais tout à fait les mêmes fonctionnalités. Avec la nouvelle version Néon, il y a un nouveau wizard, donc le wizard qui les unifie tous, en fait, un meta-wizard qui va parcourir les répertoires, trouver toutes les informations de configuration des fichiers et du coup vous proposer l'import du projet le plus cohérent en fonction de tout ça. Donc il va faire toute la mécanique pour qu'il n'y ait plus besoin d'utiliser les wizards spécifiques. Qui fait du Gradle ici? Ok, donc vous serez sans doute content d'apprendre qu'il y a le support Gradle qui a été intégré dans Eclipse. Alors en première version avec Néon en juin, clairement Gradleware bosse énormément sur le plugin Eclipse. Ils ont refait une release, je crois, en novembre, décembre. Et ils font partie aussi de la version de juin qui vient avec par exemple le support des projets composites, voilà, tous les projets qui ne sont pas
si évidents que ça, ou si triviaux en Gradle, sont désormais supportés. Alors bien sûr, on peut lancer les tasks qui sont définis dans les fichiers Gradle, et derrière, on a un éditeur pour les points Gradle avec la complétion, la validation. Voilà. On retrouve tout ça directement dans Eclipse. C'est installé de base dans le package Java d'Eclipse. Si vous faites du Docker, il y a tout un outillage Docker aussi qui fait désormais partie d'Eclipse. Vous pouvez y voir les images, les containers, les contrôler, les arrêter, les redémarrer, supprimer, voilà, tout ça directement dans Eclipse sans avoir besoin de quitter votre environnement de dev. PHP 7 aussi, donc le support PHP dans Eclipse a été upgradé à PHP 7. Bon, honnêtement, PHP, du coup, moi, j'en ai pas fait depuis longtemps, donc je ne saurais pas dire exactement tout ce qui a été fait là-dedans, mais si vous faites du PHP, je vous invite à rejeter un œil à ce plugin-là. Donc ça, c'était tout ce qu'on a eu en fait l'année dernière hein, avec la version Néon. On va parler maintenant de la version Oxygène qui est prévue pour le 28 juin 2017. Alors d'abord la plateforme, donc tous les changements qu'on attend et qui vont impacter tous les plugins en fait. Tous les changements qu'il y a dans la plateforme, du coup, ils bénéficient à tout le monde. Petit truc, maintenant on peut ouvrir les images dans l'IDE. Alors, c'est à la fois, il y a eu énormément de débats au sein des committeurs hein, sur est-ce qu'on doit faire un éditeur d'image, mettre un plugin édition d'image dans Eclipse, à la fois ouvrir les images c'est pratique voilà, voilà, c'est pas facile de trouver un consensus là-dessus. Et à la fois, bon, quand on clique sur une image et que ça démarre le GIMP, voilà. Donc la bonne idée trouvée par Michael Istria, c'est de dire, au fait, les images, on peut les déclarer comme pouvant s'ouvrir avec le browser embarqué dans Eclipse, et comme ça, au moins, on peut les voir, et ça l'ouvre plus vite. Donc maintenant, par défaut, Eclipse va faire ça, ce qui ne vous empêche pas d'installer des plugins qui vous fournissent des capacités d'édition un peu plus sympas. Un autre changement qui est plutôt le bienvenu, alors je sais pas vous, hein, mais moi quand je lance et que je débug Eclipse, je lance une appli, ça démarre, je travaille, je débug, je regarde, je recompile, je refais des choses. Bon, tout ça, ça se fait de manière assez automatique. Puis un peu plus tard, je reviens, je reclique sur Run et paf, le truc il dit non, non, mais elle est déjà démarrée. Ou pire, personne ne dit rien. Et alors là, on commence à avoir deux instances en parallèle. Et après, on est toujours dans la session de debug, on comprend plus ce qui se passe. Bref. Maintenant, il y a une super option qui permet de dire, quand je reclique, tu kills l'appli d'avant et tu redémarres. Voilà, ça peut éviter quelques casse-têtes. Alors pendant toute cette presse, je vais vous montrer plein de préférences, parce que souvent on introduit des nouvelles fonctionnalités, mais on met des préférences pour pouvoir les activer et les désactiver. Si vous n'avez pas encore regardé en termes de synchronisation des préférences, depuis 2 ans, Eclipse fournit toute une infrastructure qui fait que vos préférences, vous pouvez les choisir, et automatiquement, quand il y a un nouveau Eclipse que vous installez sur votre machine ou que vous démarrez, il va vous proposer de réimporter vos préférences, ce qui fait que par exemple une préférence comme ça, si vous la setez, en fait vous pouvez la setter et du coup impacter tous vos Eclipse sans avoir à refaire un petit tour dans les préférences à chaque fois que vous en avez un nouveau ou que vous upgradez quoi. Alors l'éditeur de comparaison, on a encore une petite préférence pour inverser le côté gauche-droite, à savoir qu'en fonction des outils que vous avez l'habitude d'utiliser, le choix qui était fait par Eclipse n'était peut-être pas le même. C'est-à-dire que Eclipse, le local est à gauche et le distant est à droite. Et en inversant, du coup, là, ça permet d'inverser pour juste que vous ne soyez pas perdu en fait quand vous passez d'un outil à l'autre. Le Quick Access, ça c'est une fonctionnalité qui est assez géniale. C'est voilà, la petite text box en haut à droite. Si vous en êtes jamais servi, je vous invite vraiment à essayer et à taper des choses là-dedans. Ça vous permet de retrouver toutes les actions et toutes les commandes disponibles dans l'IDE, voire certaines qui ne sont même pas disponibles dans l'UI. Hein. Donc l'IDE a des fonctions derrière que vous pouvez appeler directement comme ça. Les committeurs ont fait des améliorations là-dedans. Déjà, tout ce qui est recherche, hein, maintenant, ça va chercher de manière plus large dans la liste d'actions. Les icônes qui correspondent aux actions, quand il y en a, elles vont être utilisées directement.
Autre petit changement, quand vous tapez quelque chose, l'outil va aussi aller chercher dans l'aide et éventuellement du coup vous sortir des topics d'aide qui correspondent. Donc n'hésitez pas à essayer ça, hein. En général on n'est pas déçu et on ne revient pas en arrière. Alors, si vous êtes utilisateur de Linux, ça va vous faire plaisir. Moi je suis utilisateur de Linux et c'est vrai que j'ai eu du coup toute une période où effectivement tout ce qui était pop-up et over, bah, ça réutilise les réglages du système. Et en fait, en fonction de votre distribution, si en particulier si c'est Ubuntu par exemple, même sur OpenSUSE, j'ai le cas, bah, les couleurs choisies sont vraiment pas adéquates à ce use case. Donc on se retrouve avec, par exemple, pour les tooltips, du texte noir, du texte rouge sur fond noir, le heap status il est blanc sur fond gris clair, bref, on ne peut pas lire tout simplement, on n'a pas de contraste. Bon, ce qui a été fait du coup pour Oxygen, c'est qu'on a finalement décidé que bah, même si Eclipse s'intègre et utilise le toolkit de l'OS, bah, dans ces cas-là, Eclipse va choisir la couleur directement. Et tant pis pour l'OS, tant mieux pour le développeur. Et bien sûr, bah, je le mentionnais un peu plus tôt, on a maintenant la capacité de supporter les écrans haute résolution de manière correcte, mais bah, par défaut, s'il n'y a pas d'icône haute résolution, ça va zoomer. Et donc il y a pas mal de projets qui ont fait l'effort de refaire des icônes en plus haute résolution. Alors je ne sais pas si vous allez voir beaucoup, mais par exemple, là on a la classe, on a l'icône de classe du coup qui a été refaite, donc c'est un peu, des fois c'est un peu subtil, mais ça, quand c'est fait dans toute l'UI, ça apporte vraiment beaucoup de, beaucoup de repos à l'œil et beaucoup de clarté. Maintenant, quand vous ouvrez un fichier et que vous faites clic droit, Open with, 3 petits points pour choisir l'éditeur. Donc vous avez la liste de tous les éditeurs disponibles. Et ben, on peut cocher, en fait, je vais l'utiliser tout le temps pour cette extension de fichier là. Alors bien sûr, c'est quelque chose que vous auriez pu faire avant à travers les préférences. Mais globalement, au sein des committeurs de la plateforme, il y a un mouvement qui a démarré un peu sur se poser les questions en termes d'expérience utilisateur. Quelle est la bonne info, quelle est la bonne action à fournir, à quel moment. Et ça, c'est un exemple de ce que ça donne. Donc dans votre journée, voilà, c'est un peu moins frustrant. Je reviendrai après, il y a des changements un peu du même ordre qui peuvent sembler ultra cosmétiques et en fait qui améliorent largement on va dire, la charge cognitive d'un IDE. Et puis bien sûr, bon, bah voilà, Eclipse, quand on veut intégrer un nouveau langage, on fait un plugin, on implémente des API pour apporter la colorisation syntaxique, pour apporter la complétion, etc. Il y a un autre pseudo-standard, en tout cas standard de fait, qui existe, qui est TextMate. Donc TextMate, l'éditeur, a tout un tas de fichiers de conf qui permettent de définir la colorisation syntaxique pour des langages en 10 lignes, quoi, 10 lignes de regex en gros, et c'est parti. Du coup, on s'est dit, bah, pourquoi on réutiliserait pas ça et pourquoi on ferait pas en sorte que Eclipse sache lire ces fichiers-là pour que s'il n'y a pas d'éditeur, spécifique, bah, au moins on puisse commencer à avoir un peu de couleur, un peu de support. Donc c'est ce qui est fait à travers un nouveau projet au sein d'Eclipse qui s'appelle TextMate for Eclipse. Et du coup, ça arrive aussi en juin. Alors voilà, par exemple, bon, bah, un éditeur, l'éditeur va être capable de mettre les couleurs directement sur les fichiers patch. Bon, c'est rien du tout, sauf qu'en fait, c'est vachement plus agréable. Donc même si vous installez pas de plugin du coup particulier, vous allez pouvoir avoir un niveau de support minimum avec des couleurs. Ça, je reviens là-dessus. Les dialogues maintenant ont été rewardés, quoi. Donc quand on demandait est-ce que vous voulez quitter Eclipse et on disait OK, annuler, bon bah voilà, maintenant c'est l'action directement qui est mise. Donc ça rentre dans ce mouvement que je mentionnais tout à l'heure de essayer d'accompagner un maximum le développeur et de se poser aussi quelques questions du X parce que c'est pas parce qu'on est développeur qu'on doit utiliser des outils pas chouettes et pas agréables. Bon, maintenant pour Java. Alors, à petite chose. Donc maintenant, par défaut, quand vous collez du texte dans une chaîne, il va être escapé. Alors,
Ça sert à quoi? Ça sert quand vous collez, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une recherche avec les regex. Donc vous faites votre CTRL F, vous tapez votre regex dans un fichier d'exemple pour trouver le bon truc que vous cherchiez. Et après, il faut le mettre dans du code Java. Et alors là, il faut escaper les choses qui sont déjà escapées dans la regex avec les. Bref, c'est assez, assez complexe au final. Là, au moins, vous copiez, vous collez et Eclipse va directement escaper ce qu'il faut. Si vous collez un pass Windows, par exemple, c'est pareil, c'est directement escapé. Les breakpoints. Si vous avez cherché vos breakpoints dans l'éditeur, c'est fini. Maintenant, vous l'avez dans la petite règle à droite. Ils sont mis en évidence au même titre que les erreurs de compile. Donc on peut directement voir où c'est, cliquer dessus et du coup naviguer jusqu'au breakpoint. Allez, un autre plutôt sympa. Le dernier résultat le résultat de la dernière méthode exécutée qui est désormais systématiquement affiché en debug. Et alors là, je vais carrément vous faire une démo. N'ayons peur de rien. Hop là. Hop, hop, hop. Donc qu'est-ce que j'ai? C'est pas là, c'est pas là, c'est ici. Donc là, j'ai un projet avec une classe quicksort, vous voyez rien. Hop. C'est mieux. Hop. Bon, c'est un peu gros, hein, mais donc voilà, c'est un algo quicksort, une implème de quicksort un peu toute bête. Et j'ai les tests unitaires qui vont avec, bien sûr. Voilà. De toute façon, c'est Mickaël qui a écrit le code, donc si ça marche pas. Donc, si par exemple je mets un point d'arrêt ici, donc ici on voit qu'on a une condition, on veut savoir ce qui se passe. Et si je lance mon debug, hop, donc j'arrive là, et si j'avance, là j'ai le résultat, du coup c'est petit quand même, hein, getProperty, et donc j'ai le résultat de l'appel à getProperty, donc je vois qu'il a renvoyé nul, ce qui me permet directement de savoir ce qu'il a renvoyé sans avoir à passer par je change le code, je récupère une variable intermédiaire et je regarde en debug ce qui se passe. Voilà. Donc ça c'est plutôt chouette quand vous arrivez sur le debug. C'est pas le seul changement qu'il y a eu sur le debug, il y a eu tout un tas de petites améliorations vraiment sympas. Le hotcode replace, alors moi je l'utilise tout le temps, donc cette préférence, j'en veux même pas, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eclipse est capable, quand il recompile, de mettre à jour la VM qu'il avait déjà démarrée, ce qui vous permet de débugger, trouver un bug, changer le code et continuer à exécuter comme si de rien n'était. Bon, il y a des situations, des serveurs d'appli spécifiques, des contextes où le déploiement en fait il n'est pas si simple que ça, où il vaut mieux désactiver directement ce hotcode replace. C'est désormais possible à travers cette préférence. Alors celle-là est assez géniale au sens où c'est tout petit mais punaise. Donc maintenant les breakpoints, ils étaient triés par ordre alphabétique. Voilà. Maintenant ils peuvent être triés par l'ordre de création. Ce qui fait que quand vous positionnez votre breakpoint, vous l'avez vraiment dans le bon ordre. En haut, vous avez les derniers que vous avez créés et les anciens, là, dont vous vous en fichez un peu maintenant, ils sont tout en bas. Donc vous pouvez directement scroller, désactiver ces breakpoints-là. Vous n'avez plus besoin de les chasser en retournant dans les fichiers. Les trigger points. Alors ça, je vais faire une démo aussi pour bien comprendre, parce que ce sera en fait plus facile. Hop. Donc on est toujours sur du debug. Donc je suis toujours sur mon quicksort là. Et voilà, je voudrais voir l'algo. Je voudrais m'arrêter là, par exemple. Ou là, même directement. Mais je voudrais le faire qu'après le premier swap. Donc à partir du moment où il y a un swap, je veux pouvoir m'arrêter là. Sauf que là, si je lance, je vais m'arrêter et il va falloir que j'avance dans l'algo et jusqu'à arriver dans la situation où je voulais voir ce qui se passe. Donc ce qu'on peut faire maintenant,
c'est que ici, on peut mettre un breakpoint sur le swap et dire, hop, dans les propriétés du breakpoint, c'est un trigger point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les autres breakpoints, en fait, ils vont être actifs qu'une fois que celui-là sera atteint. Et ça, c'est cool. Hop, donc on s'arrête là. Donc vous avez vu qu'on ne s'est pas arrêté plus haut, malgré le fait qu'il y ait le breakpoint. On s'arrête bien là, et là, on est au premier swap. Oups. Et on arrive, du coup, ici. Et je peux voir, du coup, l'algo se dérouler après avoir ce trigger point qui déclenche, en fait, le debug. Dans le même ordre d'idée, il y a désormais... Alors bien sûr, ça peut être fait aussi directement ici par la vue breakpoints. Hop, je vais tous les supprimer. Il y a aussi désormais la capacité de faire directement ce qui est appelé un trace point. Donc j'imagine que ça vous arrive tout autant que moi ah là, je veux savoir si je passe ici, pof, je fais un... Je fais un 6 traces, vous n'avez rien vu du tout. Hein. Un 6 traces et hop, du coup je le vois, sauf que j'ai modifié mon code. Après, si je le soumets sur Gerrit, je vais me faire allumer. J'ai beau être le CTO quand même, là ils vont faire bon, tu déconnes. Et maintenant, plus de risque, vous pouvez faire directement run et ajouter un trace point. Voilà, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement un breakpoint qui a une condition sysout println. Et alors ça fait quoi? Ça fait que du coup si je lance mon quicksort, du coup le trace point est exécuté pendant l'exécution du quicksort. Hop. Donc là, ce Eclipse là, parce que je ne l'ai pas dit au départ, c'est Oxygen M6, donc la version qui est sortie il y a donc le 16 mars, voilà. Donc c'est la version de dev, hein, c'est la version qui nous amène jusqu'à la version de juin. Autrement dit, des super bugs comme on a eu un clin d'œil là, c'est possible qu'il y en ait et c'est vraiment le bon moment pour les remonter et pour les identifier. Donc on a vu les 13 points. Alors Java Index, des committeurs qui bossent chez Google ont bossé pas mal sur l'index Java. Donc l'index, c'est en gros la partie qui va indexer tout le code qu'il y a dans les jars, qu'il y a dans rt.jar, qu'il y a dans votre workspace. Indexer tout ça pour être capable de répondre sur les open type hierarchies, sur qui appelle telle méthode, etc. Donc l'index Java a été réimplémenté. Et du coup maintenant, petit à petit, on utilise le nouvel index dans certaines fonctionnalités. Bon, le cas un peu extrême, c'est ouvrir OpenLang Object puis regarder toutes les sous-classes de LangObject. Donc c'est le cas extrême, on s'est passé 37 secondes à 4 secondes. Voilà. Je peux juste vous montrer un cas un tout petit peu... Donc là, à droite, on a Neon 3, donc c'est la version stable hein, en cours d'utilisation, c'est la version current. Ici, on a celle de tout à l'heure. Donc, si j'ouvre Serializable par exemple, et que je regarde, donc là on voit la progression pour trouver la type hiérarchie, donc toutes les sous-classes, toutes les classes qui implémentent Serializable. Et voilà, donc ça c'est la situation de l'année dernière. Si on le fait ici, tac, voilà. Donc on voit que c'est beaucoup plus rapide. Alors c'est un cas là encore un peu extrême. Enfin, bon. Ce qui est important à retenir, c'est que du coup, toutes ces petites latences qu'on pouvait avoir sur des appels, sur qui m'appelle, qui hérite, qui implémente, bah, elles vont disparaître en fait. On va aller beaucoup plus vite. Hop, c'est fini pour Néon. C'est tout ce que j'avais besoin. Voilà. Autre changement, autre démo, le support de JUnit 5. Est-ce que vous avez regardé JUnit 5 un peu déjà? Bon, c'est plutôt chouette. Alors bien sûr, ça change pas mal de façons de faire, donc il faut revoir un peu l'intégration. Il y a une première procédure pour installer le support de JUnit 5. Elle est sur le wiki là.
Je peux vous montrer vite fait ce que ça donne, parce que la procédure n'est pas ultra simple non plus. Il faut descendre le code d'Eclipse, recompiler ci, faire ça. Tac, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'on a? Donc non, c'est pas celui-là. C'est ici. Donc là, on a la même démo, sauf que dans mon environnement, j'ai installé le support bêta pour JUnit 5. J'ai mon quicksort et j'ai mes tests en version JUnit 5. Bon, tout ce qu'on peut voir, c'est que lancer le test en JUnit 5, c'est la même chose que d'habitude. Et on récupère... Ouais, il a pas très bien bossé, Mika, quand même. Et donc, on récupère le résultat. Alors après, qu'est-ce qui est intéressant, par exemple, dans JUnit 5 et qui se retrouve intégré là? On a ça, par exemple. Donc, on a le display name. Hop, pardon. Le display name, c'est... Voilà. Donc vous pouvez directement mettre une petite chaîne qui va être évaluée pour donner le nom du test à gauche. On a aussi des tests pour vérifier les exceptions. Donc maintenant on a un assert throws. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut à la fois vérifier qu'il y a bien une nulle pointeur exception qui est lancée et en plus vérifier derrière le message de cette exception. Donc tout ça c'est des améliorations qui arrivent via JUnit 5. Eclipse va supporter JUnit 5. Globalement, tout ça, ça va être intégré pour Q3, donc troisième trimestre de 2017. Mais vous pouvez déjà utiliser, j'ai pas rencontré un seul problème en fait à l'utiliser aujourd'hui. La couverture de code. Alors peut-être que vous utilisez déjà Eclema, qui est un projet qui apporte l'intégration avec Jacoco pour la couverture de code. Eclema est désormais un projet Eclipse, donc le projet est venu au sein de la fondation. Et du coup, il est directement accessible dans les packages Java et packages J2E. Alors, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, pas celui avec JUnit 5, lui, il peut partir. Mon exemple JUnit 4, qui est là. Donc, j'ai mon test. Je peux le lancer. Toc. Celui-là, il est vert. OK. Je peux le lancer en gardant la couverture de code. Donc là, je vais avoir mon test. Et si je regarde un peu la couverture de mon code, on va arriver sur la méthode de tout à l'heure, par exemple. Donc c'est globalement vert, hein, tout est couvert, sauf ici. Parce qu'on n'est pas rentré dans le cas où la property debug existe. C'est pas grave, j'ai une autre run configuration qui définit la property debug. Hop, je vais même la faire comme ça. Voilà. Tac. Et on n'est toujours pas rentré, parce que la property debug, elle n'a pas pour valeur true. Donc on a vraiment le retour hein, sur le jaune pour dire, en fait, hop, mince. Voilà, il y a deux branches, il y a 4 branches potentielles dans ce if, il n'y en a que 2 qui ont été utilisées. Donc maintenant, si je lance avec la property debug à true, hop, voilà. Donc là, on rentre bien là-dedans. N'empêche, c'est toujours jaune, parce qu'on n'est pas rentré dans le dernier cas où la property debug est... Enfin, on a encore loupé 2 branches, du coup, où la property debug n'est pas égale, elle existe, mais elle n'est pas égale à true. Et donc si, par exemple, on en fait une avec debug à false, tac, donc là, on rentre pas là-dedans, bon, voilà. Sauf que voilà, je veux savoir quelle est la couverture globale de tout ce que je viens de faire là. Bon, Eclema permet de faire ça, par exemple. Du coup, on a toutes nos sessions de couverture qui sont ici. On peut les choisir individuellement et on peut les fusionner. Et du coup, on peut voir voilà, la couverture avec tous ces cas dans la classe. Bon, c'est un outil qui existe déjà dans Eclipse, hein, qui est très très mature. Là, la nouveauté, c'est que maintenant, c'est de base dans Eclipse avec les autres. OK, je vais avancer un peu plus vite. Si j'y arrive. Très bien.
Java 8, donc le support Java 8 a été amélioré. Beaucoup d'améliorations depuis la sortie de Java 8 et depuis la sortie d'Eclipse Mars avec tout un tas de nouveaux quick fix qui sont présentés là pour convertir vers une méthode référence, etc. Donc tous les concepts un peu spécifiques Java 8 du coup sont mieux outillés. La complétion à l'intérieur des lambdas, c'est un sujet, je pense si vous avez déjà fait du Java 8 dans Eclipse, c'est un sujet en soi parce que pendant longtemps il y a eu quand même un bon paquet de bugs. Donc il y a eu 103 bugs qui ont été marqués en tant que problème dans l'inférence de type 1.8. Il y en a 17 qui ont été résolus avant la sortie de Java 8. Il y en a 52 qui ont été résolus depuis. Il y en a toujours 34 qui ne sont pas encore résolus. Ça se limite à des cas où vous utilisez des raw types ou vous utilisez des wildcards. Et du coup, dans ces cas-là, on a encore l'inférence de type dans Eclipse qui n'est pas forcément au niveau et qui va vous forcer à juste écrire le type. Et les raw types, de toute façon, vous devriez plus en utiliser déjà depuis longtemps. Voilà. Donc pas mal d'améliorations quand même qui arrivent sur ce terrain. Le gros sujet pour cette année, c'est le support Java 9. Donc Eclipse Oxygen va fonctionner avec Java 9. Aujourd'hui, sur les milestones de dev, ça suppose de rajouter un petit argument de VM, mais ce sera plus nécessaire d'ici à la release de juin. Et surtout, Eclipse et l'outillage Java permet de définir des modules. Donc vous pouvez définir des modules, le module.info, vous avez la complétion, vous pouvez définir ce qui est require, ce qui est fourni. Et là, par exemple, on dépend que de Java Base et forcément AWT ne fait pas partie du Java Base. Et donc si on dépend du coup de java.desktop, ça compile. Donc tout ce support-là, c'est le travail sans relâche d'une équipe de committeurs, en particulier en Inde, qui vraiment a bossé beaucoup pour apporter ce support de Java 9. Encore une fois, il ne sera pas de base avec la version de juin, mais il sera juste après la sortie de Java 9 intégré. Sinon, vous pouvez l'installer via le marketplace. Côté PDE et développement de plugins, combien d'entre vous font des plugins Eclipse pour l'instant? Ok, donc je vais prendre un petit peu de temps quand même. Il y a quelques nouveautés. Bon, côté P2, donc, qui est la technologie qui permet de gérer l'installation et la mise à jour de plugins et d'appli RCP. Bon, maintenant, on peut faire des catégories et des sous-sous-catégories, des sous-sous-sous-catégories. Avant, on était obligé de faire qu'un seul niveau. Là, maintenant, on peut en faire autant qu'on veut, donc on peut vraiment classer à un grain plus fin ce qu'on fournit en fait à nos utilisateurs. Autre changement notable, avec Néon, la stratégie de résolution des dépendances de ce qu'il y avait dans le workspace versus tout ce qu'il y avait dans la target plateforme avait été un petit peu changé. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver dans une situation où votre plugin dans le workspace n'était pas pris en compte parce que celui qui existait dans la target plateforme avait une version plus récente, par exemple. Donc ça maintenant, c'est fini. Le projet qui est dans votre workspace aura toujours précédence sur ce qu'il y a dans la target plateforme, même si du coup c'est pas valide et ça résout pas. Donc du coup vous aurez l'erreur. Ça, si vous avez eu des problèmes un peu qui semblaient inexplicables, ça pouvait facilement être un scénario comme ça. L'éditeur de définition de target platform a désormais en mode texte directement en éditant le XML, la complétion, la colorisation syntaxique. Et ça, c'est assez génial parce que c'est un éditeur qui est graphiquement qui est assez infâme. Côté OSGI, Equinox va implémenter du coup Declarative Service 1.3 et OSGI R6 d'une façon en fait assez bête et méchante, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'implément de Felix, ils l'ont amélioré et ils l'ont mise dans Equinox. Aussi, maintenant, vous pouvez mettre des annotations sur votre code, des annotations déclaratives service, et les fichiers components XML & Co vont être automatiquement générés et gérés par Eclipse. Voilà, plus qu'une minute. Qu'est-ce que vous devez retenir? Déjà, Eclipse s'améliore. Après une période où on a manqué vraiment de committeurs pour faire des développements sur la plateforme, sur le support Java, on a vraiment une nouvelle dynamique qui se met en place. Vous pouvez faire partie de ce changement-là. C'est du Java en fait, donc c'est pas très compliqué pour vous tous ici. À savoir que donc c'est des dizaines de personnes qui font partie d'Oxygène par exemple, mais des gens qui travaillent sur le support Java, on est en train de parler de quelques personnes, et ils ont un impact assez fort par leur travail.
C'est une communauté open source qui est très très accueillante, qui est très diverse. Franchement, moi, depuis 10 ans, j'ai rencontré plein de personnes géniales qui sont vraiment des amis aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de vous impliquer dans l'open source, honnêtement, bah, c'est du Java, c'est faire des outils. Faire des outils, c'est plutôt cool et plutôt agréable. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Bien sûr, c'est libre, c'est de l'open source et c'est gratuit. Le 28 juin, Eclipse Oxygène. Est-ce que vous avez des questions?